Bienvenue sur Je peux pas, j'ai avocat, le podcast à votre écoute et à destination de tous. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées chez Wave Avocat, spécialistes en droit de la famille et en droit du travail. Entre expertise, témoignages et bien plus encore, notre ambition est de vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Anaïs pour que l'on discute ensemble des aides, entre guillemets, qui peuvent exister pour régler les honoraires de votre avocat. Donc, il y a plusieurs mécanismes. On va essayer d'être le plus exhaustive possible, sachant que si vous êtes intéressé, on pourra revenir sur certains points. Alors, c'est vrai que souvent on peut se poser la question, on a besoin d'avoir un avocat, on a besoin d'avoir recours au service d'un avocat, mais on se dit, peut-être qu'il existe des moyens d'avoir une prise en charge totale, partielle des honoraires de mon avocat, ou peut-être qu'il existe, comme aux États-Unis, des avocats commis d'office, qu'on ne payerait pas selon notre situation. Voilà, donc ça c'est vraiment, on va essayer de vous retracer un petit peu les grandes lignes de cette question afin de pouvoir vous aiguiller. Alors, il faut savoir déjà que vous pouvez avoir ce qu'on appelle une protection juridique. Une protection juridique, vous allez peut-être en entendre parler ou vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que déjà c'est de plus en plus répandu et qu'on vous demande de plus en plus au niveau de vos banques, au niveau de vos assurances, si vous voulez souscrire la petite option protection juridique. Parfois même ils ne vous demandent pas, c'est compris dans votre contrat, puis vous vous en rendez compte le jour où vous en avez besoin. Donc la protection juridique, ça va être un mécanisme qui va être un peu, même totalement assurantiel, c'est-à-dire que c'est une assurance, une banque, etc. qui va prendre en charge une partie ou tous les honoraires de votre avocat. En général, c'est des barèmes. Alors, protection juridique, ça va vraiment, ça dépend vraiment de l'acteur concerné. Ça peut être votre banque, votre assurance, donc ils ont chacun leur barème, chacun leur méthode de fonctionnement, des protections juridiques différentes, il y a des options plus ou moins chères, donc après les barèmes vont être différents selon ce que vous avez souscrit. Et vous allez avoir une somme qui va être allouée à telle procédure, à telle démarche de l'avocat, et vous avez le libre choix de votre avocat. Donc ça signifie que vous pouvez tout à fait aller voir un avocat et tout de suite vérifier si vous avez une protection juridique ou pas. Il faut savoir que dans certains domaines, c'est très fréquent d'avoir une protection juridique. Ce n'est pas parce que vous avez une protection juridique, par exemple, qu'elle va prendre en charge tous les déboires que vous pourriez avoir et toutes les difficultés juridiques que vous pourriez avoir. Je vous donne un exemple. En droit de la famille, c'est assez peu fréquent d'avoir l'intervention d'une protection juridique. Pourquoi ? Parce que les protections juridiques considèrent que l'aléa en droit de la famille est assez restreint. Voilà. Quand vous divorcez, c'est vous qui choisissez de divorcer. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus ou un problème avec votre maison ou autre. Alors souvent, ils excluent de leur protection juridique tout ce qui va concerner le droit de la famille, le droit des personnes, etc. Mais de plus en plus, il y a des protections juridiques, des banques, notamment j'avais eu plusieurs fois le cas de la banque postale, donc peut-être si vous êtes à la banque postale, vous pouvez regarder, où ils prennent en charge les frais de l'avocat, même en ce qui concerne le divorce. Alors c'est un forfait, mais c'est déjà non négligeable. Donc la première chose à voir quand vous allez voir un avocat, c'est de vérifier tous vos contrats, assurance habitation, banque, donc carte bancaire, etc. Et tout ce que vous avez pu souscrire. Parfois on souscrit des choses sans vraiment s'en rendre compte, où on a une vieille assurance, on continue de la payer mais on ne sait plus trop dans telle banque ou dans tel organisme. Ça vaut vraiment le coup de se renseigner, de leur demander si vous avez souscrit une protection juridique. Je sais que Sarah peut peut-être vous donner des exemples parce qu'elle, en droit social, en droit du travail, on a beaucoup plus à faire à la protection juridique. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que parfois, quand on demande à nos clients s'ils en ont une ou quand on les reçoit en amont d'un contentieux, on leur dit « Est-ce que vous avez une assurance de protection juridique ? Si vous n'en avez pas, ça pourrait être utile. » Et on leur présente ce que c'est. Parfois, les clients nous disent « Ah vous n'en avez pas besoin. » Et c'est une erreur parce que nous aussi, on peut y avoir recours parce qu'Anaïs vous disait que ça peut prendre en charge tout ou partie des honoraires de l'avocat, mais pas seulement. Ça va prendre en charge, par exemple, alors ça fait pas partie de nos domaines d'exercice au cabinet, mais si j'achète une voiture et qu'il y a un vice caché potentiellement sur la voiture et qu'il faut en passer par une expertise judiciaire, l'expertise judiciaire, les honoraires de l'expert vont pouvoir être élevés. Donc l'assurance de protection juridique, si elle intervient, va pouvoir prendre en charge les frais d'expertise.
En matière immobilière, c'est pareil, enfin, il y a tout un tas d'exemples. Il n'y a pas que les honoraires d'avocat, il y a aussi les frais d'huissier. Quand on va envoyer une assignation, les honoraires de l'huissier vont pouvoir être pris en charge. Donc de manière parfaitement globale, vous allez pouvoir avoir un vrai bénéfice, même si l'intégralité des honoraires ne sont pas pris en charge. Alors comme Anaïs le demandait, en droit du travail, c'est assez classique hein, quand un assureur de protection juridique intervient. Dans les barèmes, il est prévu la prise en charge de l'audience de conciliation. Donc ça va couvrir pour partie l'examen du dossier, la rédaction de la requête et l'audience de conciliation. Ça peut aller jusqu'à une couverture totale de nos honoraires, ça dépend du dossier. Ça peut être une prise en charge seulement partielle. Si c'est un dossier somme toute assez simple et que l'assureur intervient correctement, on va pouvoir se caler sur le barème. Si c'est un dossier très volumineux qui nécessite beaucoup d'heures de travail, par exemple sur des demandes en harcèlement moral ou en rappel de salaire, donc des dossiers un peu chronophages, on va demander un complément. Ça fonctionne un petit peu comme une mutuelle finalement, ça va pouvoir prendre en charge selon les contrats tout ou partie. Et puis on va avoir aussi une prise en charge, un forfait pour l'audience du bureau de jugement. S'il y a un appel, on pourra avoir une prise en charge pour l'appel. Par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que l'assureur ne va jamais prendre en charge les condamnations qui seraient mises à la charge des parties, ça c'est important. Il faut l'avoir en tête, hein, c'est pas quelque chose qui vous garantit que vous pouvez faire n'importe quoi, c'est pas grave, si vous êtes condamné, vous serez assuré. C'est pas une assurance au même type que l'assurance de responsabilité, c'est une assurance qui va vous permettre d'être assisté et de suivre votre procédure avec une prise en charge, mais ça ne vous garantira pas le remboursement des condamnations qui seront mises à votre charge. Oui, c'est pas une certitude, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une protection juridique qu'on se dit bon bah allez, je tente toute action parce que de toute façon j'ai rien à perdre. Si, vous avez toujours quand même un risque, c'est-à-dire si votre action n'est pas considérée comme bien fondée par le juge et que vous êtes condamné à une condamnation à de l'argent ou même à un article 700, c'est-à-dire à une prise en charge des frais de l'autre, et bien ça, votre protection juridique ne viendra pas vous rembourser, vous prendre en charge ces frais-là. Ce qu'elle aura pris en charge, c'est votre avocat qui vous a défendu pendant cette procédure, en tout ou partie. Au-delà de cette protection juridique, on peut avoir aussi d'autres moyens qui sont un peu du même ordre. Par exemple, dans les grandes entreprises ou même dans les petites entreprises, mais avec les CE, les syndicats, voilà, ça pareil, renseignez-vous, souvent c'est dans les grandes entreprises, il peut y avoir des prises en charge, des aides, des dispositifs aussi un peu sociaux, entre guillemets, où il y a un budget qui est alloué, vous pouvez faire une demande exceptionnelle en expliquant votre situation et ils peuvent vous aider. Voilà, c'est des choses auxquelles on peut penser, peut-être de manière moins évidente, mais ça intervient quand même en droit de la famille, j'ai eu le cas à de nombreuses reprises. Et surtout, l'aide principale, en tout cas l'aide qui vient en tête des personnes quand on dit est-ce qu'on peut avoir une participation pour l'avocat, ça va être l'aide juridictionnelle. Et là, je vais laisser Sarah présenter l'aide juridictionnelle parce qu'elle est plus douée que moi pour tous ces mécanismes. Alors l'aide juridictionnelle, ça va être la participation de nous tous, hein, de la solidarité nationale pour aider les justiciables les moins aisés à pouvoir accéder à un avocat. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide juridictionnelle va intervenir uniquement subsidiairement. Donc si on a une protection juridique, c'est la protection juridique qui va intervenir. L'aide juridictionnelle, c'est vraiment en cas de dernier recours. Et ça va être conditionné. Tout le monde n'a pas le droit à l'aide juridictionnelle. Alors, si ça vous intéresse, on pourra éventuellement faire un épisode de podcast dédié à ça. Mais il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est que comme toute aide, elle est, comme la plupart en tout cas des aides, elle est sous condition de ressources. Donc par exemple, si vous êtes au RSA parce que vous avez perdu votre emploi, vous n'avez plus de droit aux allocations de retour à l'emploi et que vous passez au RSA parce que vous n'avez pas le droit à l'ASS, vous allez avoir des revenus faibles, mais si en parallèle vous avez 30 000 € sur un livret d'épargne ou un livret A plein à craquer ou même votre compte courant avec 30 000 € en solde créditeur, vous n'aurez pas le droit à l'aide juridictionnelle, a priori, parce qu'on va prendre en compte effectivement vos ressources à l'instant T, mais aussi les actifs que vous pouvez avoir. De la même manière,
par principe, alors il faut regarder les spécificités, mais par principe, si vous avez des biens immobiliers, ça va être un motif de refus, de rejet de l'aide juridictionnelle. Et l'aide juridictionnelle donc, va prendre en compte vos ressources et les ressources de toutes les personnes qui vivent sous votre foyer. Donc parfois, moi ça m'est arrivé d'avoir des personnes me disant je suis au chômage, c'est bon, j'ai l'aide juridictionnelle. Et on se rend compte quand elles remplissent le dossier qu'elles vivent chez leurs parents et que les 2 parents travaillent. Dans ce cas-là, on va prendre en compte l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle va examiner la situation non pas de la personne concernée, de celle qui va faire le recours, mais de toutes les personnes qui vivent au sein du foyer. Et s'il y a les 2 parents qui travaillent, eh bien, on prendra en compte aussi les revenus des 2 parents qui travaillent. Vous trouverez assez facilement, on vous met ça dans les barres de description, le simulateur d'aide juridictionnelle, ça pourra vous donner une tendance. L'aide juridictionnelle peut être totale ou partielle. Si l'aide juridictionnelle est totale, votre avocat ne pourra pas vous demander d'honoraires complémentaires. Si c'est une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 ou de 50%, l'avocat vous proposera une convention d'honoraires complémentaires qui devra être visée par l'ordre des avocats pour contrôler notamment le fait qu'elle soit proportionnée et adaptée à votre situation. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide juridictionnelle et l'avocat commis d'office, c'est pas la même chose. Un avocat commis d'office, c'est de dire je demande à un avocat commis d'office parce que je ne connais pas d'avocat, donc je demande au bâtonnier, au chef des avocats, entre guillemets, de désigner un avocat pour qu'il m'assiste. Mais ça ne veut pas dire que l'avocat sera à l'aide juridictionnelle. Une personne, on peut imaginer quelqu'un qui ait des revenus très confortables, qui ne connaisse pas d'avocat, il pourra avoir un avocat commis d'office, il y aura une convention d'honoraires. Donc l'avocat commis d'office va intervenir en fonction, si vous êtes à l'aide juridictionnelle, vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle, il demandera l'aide juridictionnelle au terme du dossier, et puis sinon il vous proposera une convention d'honoraires. Dans tous les cas, il faut aussi retenir une deuxième chose, c'est que l'avocat n'est pas obligé d'accepter l'aide juridictionnelle. Donc admettons que vous ayez le droit à l'aide juridictionnelle totale, vous trouvez un avocat qui vous plaît, vous trouvez qu'il a l'air compétent dans la matière que vous visez, vous aimez l'image qu'il renvoie, on vous l'a recommandé, vous allez le voir et vous dites je bénéficie de l'aide juridictionnelle. L'avocat n'est pas obligé de l'accepter. Et là, il y a 2 solutions. Soit vous voulez quand même cet avocat et vous dites je ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, je préfère payer des honoraires parce que je veux vraiment cet avocat. Soit l'avocat va vous dire, dans ces conditions-là, je n'accepte pas votre dossier, je ne souhaite pas suivre cette procédure à l'aide juridictionnelle et on a le droit de refuser sans avoir à motiver notre décision. Donc on pourrait aussi faire un épisode de podcast dédié à ça, c'est pas l'objet ici, mais c'est un mécanisme qui va vous permettre d'avoir une prise en charge totale ou partielle des honoraires d'avocat. Retenez que c'est sous condition de ressources et que ça va venir après avoir recherché si vous êtes bénéficiaire d'une protection juridique, si vous pouvez avoir une aide par ailleurs, comme Anaïs l'a indiqué. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Alors juste petite information également, est-ce qu'il existe des aides pour payer mon avocat? Ça c'est le titre de notre podcast. Plus largement, si vous voulez avoir accès à un avocat ou avoir des premières informations ou comment faire pour trouver un avocat. Bon, déjà, vous pouvez écouter notre premier épisode de podcast à ce sujet, comment trouver l'avocat fait pour moi. Mais vous avez également tout un tas de choses qui sont organisées par les mairies, par les tribunaux. Vous pouvez rencontrer des avocats pour des consultations qui sont des consultations d'orientation, c'est-à-dire que ce ne seront pas des véritables conseils juridiques qui vous seront donnés, mais on va pouvoir vous orienter pour vous dire si votre problème en état entre guillemets d'un point de vue juridique et vers quel type d'avocat vous devez vous tourner, etc. Voilà, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocat.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube mais aussi sur tous nos réseaux Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis et nous sommes à votre écoute. À bientôt!